vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Les voix de la politique sur Sud Radio à 19h27. Bienvenue à vous qui nous écoutez. Le numéro du standard de Sud Radio 0826 300 300 pour débattre avec nos vraies voix. Pour débattre et réagir avec Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, auteur du livre Grande plaidoirie et grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle, c'est aux éditions Hérédium. Et pour débattre également avec Ala Oukili, journaliste Sud Radio. Pas de livre de prévu, Ala, non ? Peut-être. Ah ouais. Bon, pas très bien. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du débat. Alors qu'Éric Zemmour devrait annoncer normalement sa candidature cette semaine, probablement jeudi 2 décembre, la campagne du polémiste commence à prendre l'eau. Sondage à la baisse. Alors, je mets un S au sondage parce qu'il y en a plusieurs. Des manifestations hostiles qui se multiplient, des soutiens qui quittent le navire et des gros soutiens des financiers même. Et cerise sur le gâteau, le doigt d'honneur à Marseille qui a suscité ce week-end beaucoup de réactions. Tiens, écoutons Marine Le Pen qui sera d'ailleurs demain l'invitée de Patrick Roger et Cécile de Minibus à 8h15. On écoute la réaction de Marine Le Pen. La mue de polémiste en candidat à la présidentielle ne s'est pas faite. Éric Zemmour avait lancé sa candidature sur une promesse qui était celle de pouvoir battre Emmanuel Macron et donc de rassembler plus largement que moi. Je crois que cette promesse aujourd'hui clairement n'est pas tenue. Alors voilà, Marine Le Pen qui propose donc à Éric Zemmour de se rallier à sa candidature et donc de renoncer à la sienne. Éric Zemmour doit-il renoncer à se présenter à l'élection présidentielle? Ça, c'est la question que l'on vous pose ce soir sur les réseaux sociaux. Vous votez sur Twitter et sur YouTube et puis vous nous appelez évidemment 0826 300 300. Nicolas Corato, est-ce qu'il y aura un avant et un après Marseille pour Éric Zemmour? Tout comme il y a eu un avant et un après Bataclan, ouais. Un avant et un après Dreyfus, un avant et un après Pétain. Ouais. Finalement, moi, ce qui me navre dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de meilleur adversaire qu'Éric Zemmour que lui-même. Et j'entendais, vous nous passiez Marine Le Pen, ouais. On pourrait parler également des gens de gauche ou de la Macronie. Heureusement qu'Éric Zemmour est un si mauvais candidat à la présidentielle. Heureusement qu'il joue contre son propre camp en permanence. Heureusement qu'il ne sait pas tenir son rang, ni tenir le rang auquel il aspire. Heureusement qu'il est aussi mauvais, finalement. Parce que sinon, on aurait un vrai problème démocratique et politique dans cette élection, à le voir continuer à progresser dans les sondages, en avançant ses pions, en faisant valoir ses idées, sans aucune réplique, sans aucun obstacle en face de lui. Moi, je me réjouis qu'enfin les Français se rendent compte de qui est Éric Zemmour. C'est-à-dire un imposteur à la fois intellectuellement, politiquement, mais aussi humainement. Cet homme n'est absolument pas digne de diriger le quelconque État, de gagner une quelconque élection, ni même de s'y présenter, je pense, par rapport à la caricature qu'il offre de l'offre politique qu'il sent ou qu'il a envie de représenter. Donc oui, moi je partage cet effet-là, mais tout comme j'étais en train, je vous disais il y a quelques mois, Éric Zemmour monte dans les sondages et on fait des médias et des audiences et des émissions et des unes en vendant la hausse de Zemmour. Dans quelques mois, on vendra la baisse de Zemmour. Mais ce qui m'importe, moi, c'est pas que Zemmour monte ou baisse. Ce qui m'importe, c'est que ses idées soient combattues, débattues et mises en brèche. C'est ça le sujet aujourd'hui politique. C'est pas de savoir. Mais selon vous, sa campagne est stoppée ou pas? Il n'est pas encore candidat. Non, mais est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il peut rebondir? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Ouais. Ces idées, les idées d'Éric Zemmour ont progressé dans l'opinion publique. Moi, c'est ça que je retiens. Et c'est ça qui me navre, c'est qu'on ne soit pas sur le débat des idées. Et moi, ce qui me navre, c'est qu'on attende qu'Éric Zemmour livre finalement ce qu'il est de lui-même, c'est-à-dire ses doigts d'honneur, ses outrances, ses indignités, pour qu'on en arrive finalement à l'exclure du champ politique. Moi, je préférais qu'on exclue ses idées du champ politique par un combat politique. Et ce combat politique, je ne le vois pas venir d'aucun camp qu'il se soit, y compris de Marine Le Pen. Il a fait ses excuses, son mea culpa sur le compte Twitter de Sud Radio. Il a expliqué qu'effectivement, c'était pas très élégant de sa part, mais qu'au fond, c'était un humain et que voilà, il a perdu un peu son sang-froid, qu'il a réagi comme un humain. Et on lui a fait un doigt d'honneur et il a répondu par la même. Alors, est-ce que ça vous a choqué ce doigt d'honneur? Non. Pourquoi? Parce que le paysage politique nous a habitués à... Alors, il y a quelques années, Henri Emmanuelli avait fait un doigt d'honneur à un député à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Il y a le fameux casse-toi pauvre con de Nicolas Sarkozy. On rappellera d'ailleurs, aujourd'hui, on a inauguré le quai Chirac, il me semble, et donc on va rappeler aussi que Jacques Chirac avait été insulté un jour par une manifestante et il a répondu « Enchanté, je m'appelle Jacques Chirac ». Donc ça, c'était
classes. Mais voilà, aujourd'hui, on est dans une époque quand même où les politiques ont pu nous montrer les pires faces, on va dire les pires visages et facettes d'eux-mêmes. Donc moi, ce doigt d'honneur, ce que j'ai vraiment regretté, c'est que ce doigt d'honneur finalement cache tout le sujet de Marseille, tout ce qui a pu se passer à Marseille, le saccage, les violences, et puis également la parole des gens qui sont venus pour dire on ne veut pas parler avec Éric Zemmour. Pourquoi, comment, quelles sont vos revendications? Pourtant, Zemmour parle à une certaine partie des classes populaires dans le milieu rural. Pourquoi pas à vous qui êtes dans une grande ville? Ça m'aurait beaucoup plus intéressé, et je me désole de voir qu'à chaque fois, certains grands médias s'acharnent à se jeter, mentionner ce doigt d'honneur, et puis même la photo de l'AFP est assez historique en quelque sorte dans cette campagne présidentielle, parce que on n'a pas l'habitude de voir des doigts d'honneur s'échanger entre un candidat à la présidentielle et une manifestante. Mais une fois que c'est dit, des éditos à ne plus en finir, des débats à ne plus en finir, et puis tout ce qui était derrière. Il faut dire que des doigts d'honneur, les politiques n'en font pas souvent, donc quand il y en a un qui est fait, forcément c'est repris. Mais un candidat à la présidentielle qui ne peut absolument pas rencontrer un seul et unique citoyen de la ville où il va, qui est quand même la deuxième plus grande ville de France. Et pourquoi? Alors la faute à qui? Pourquoi il ne peut pas rencontrer? C'est de cela que j'aurais aimé que l'on débatte, que l'on fasse un micro-trottoir, Non, mais est-ce que les citoyens de Marseille sont tous représentés par la bande d'Antifa ou de casseurs? Mais je pense pas qu'il y avait que des Antifa à Marseille. Je vais plus loin, laissez-moi juste. Est-ce que c'est représenté par les personnes qui sont venues le huer? Est-ce qu'il y a eu des gens qui voulaient peut-être le voir et qui ont eu peur d'être lynchés, associés, etc. Tout ça aurait pu être débattu, tout en sachant qu'on a eu un nombre incroyable de reporters qui étaient dans la ville. Et ça n'a pas fuité, ça n'a pas été traité. Il me semble que Zemmour a pu visiter d'ailleurs la ville de nuit. Je ne sais pas si vous avez vu ces images qui ont été livrées par le fameux média, Livre Noir Média, dont le journaliste a été agressé à coups de casque, il semblerait, à Marseille, quand Zemmour faisait son tour. Donc Zemmour a pu aller dans les quartiers chauds, visiter des cités, voir les tags, les violences, etc. Mais quand tout le monde dormait. Voilà. La nuit. Oui. Alors, est-ce que ça a été gâché par les Antifa, Nicolas Corato? Qu'est-ce que finalement une minorité a empêché les Marseillais dans leur majorité vous savez, j'ai l'impression qu'on revit les mêmes débats avec les gilets jaunes et les forces de l'ordre. Vous savez, qui met le niveau de violence? Est-ce que c'est les manifestants ou est-ce que c'est celui qui organise la manifestation ou qui la contrôle? Qui a mis le niveau de violence, y compris politique? C'est plutôt Éric Zemmour. Qui a provoqué, y compris les gens qui vivent dans ces quartiers, dans ces villes, en leur disant qu'ils vivaient dans des villes qui n'étaient même pas en France? Qui a provoqué ces gens en leur disant qu'ils ne portaient pas des prénoms dignes d'être inclus dans la République française? Qui provoque? Qui est à l'origine de la violence politique? C'est Éric Zemmour. Et il l'a toujours assumé. Il a toujours assumé d'ailleurs, il le dit même, son côté provocateur. Mais être un provocateur face à Christine Kelly, parce que c'est intéressant ce que vous dites sur les médias, les grands médias. Qui sont les grands médias aujourd'hui? Première chaîne d'info, c'est News. Pas l'AFP. La première chaîne d'info, la plupart du temps, de plus en plus en ce moment, c'est News. Donc les grands médias, ils sont pas contre Éric Zemmour. Ils lui servent plutôt la soupe. C'est plus facile d'être... Ils se servent plutôt pour lui. C'est plus facile d'être provocateur face à Christine Kelly qu'être provocateur dans les rues du Panier à Marseille. Il y a un moment où il faut assumer sa parole politique. Et c'est là où on voit la... Il fallait le courage d'y aller quand même. Je parle pas de courage parce que franchement... Il y est allé. Il y est allé avec un service d'ordre qui d'ailleurs pose une vraie question sur sa qualité. C'est-à-dire, en quelle qualité Éric Zemmour était-il protégé par la police à Marseille? Cette question. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'il est menacé de mort. Non, attendez. Je ne parle pas des gardes du corps qu'on lui a attribués, je parle du dispositif de maintien de l'ordre. Éric Zemmour n'est pas candidat à la présidentielle. C'est pour éviter le trouble à l'ordre public. Mais le trouble à l'ordre public, qui le crée, le trouble à l'ordre public? Les personnes qui pensent que c'est la violence qui prime quand quelqu'un que l'on n'aime pas et avec qui on n'est pas d'accord vient dans notre vie. Vous savez ce qui se passe? Il y a une question de déclaration des manifestations, moi qui me semble intéressant. Je voulais juste finir sur un point, moi, qui me semble important par rapport à l'image qui est portée par Éric Zemmour. Moi, je pense aujourd'hui qu'effectivement, Éric Zemmour fait la découverte de ce que c'est qu'un débat politique, fait la découverte de ce qu'est le peuple, fait la découverte même de ce qu'est la France qu'il rêve, qu'il fantasme, et la France, je dirais même, pour paraphraser Maurras, qu'il adore, le pays réel. Eh bien, la France réelle, la France d'aujourd'hui, elle est très très loin du fantasme d'Éric Zemmour. Et ce qu'on a vu à Marseille, qui est une ville qui a toujours résisté
qui est une ville de révolte permanente, sociale, politique, et qui a été une des premières villes à se libérer du joug de l'occupant, c'est qu'effectivement, le peuple français est un peuple résistant, pas résilient, résistant. Alors finalement, si on analyse un petit peu plus, elle a raison, Marine Le Pen, il a complètement raté sa mue. Éric Zemmour, il fait du CNews alors qu'il est quand même en campagne. Alors ça j'en ai déjà parlé ici en disant que ce que j'attendais le plus, c'était de voir si le polémiste pouvait se transformer en candidat. Et il me semble qu'il est loin du compte. Ouais. D'ailleurs, toujours pas de programme, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver et je ne suis pas certaine. Alors le 5 décembre, il y a un meeting le 5 décembre. Oui, mais on va peut-être avoir le programme d'Éric Zemmour. En attendant, je veux quand même qu'on rappelle ici qu'on ne peut pas résumer le pays ou une ville ou une population à la marge de personnes violentes qui se font remarquer. C'est-à-dire que je veux bien qu'on me dise que les propos de Zemmour sont très violents pour une certaine partie de la population, mais je ne peux pas accepter que l'on mette sur le même pied d'égalité des propos et le saccage. Je rappelle quand même que le restaurateur qui a accueilli Zemmour pour un déjeuner n'est pas responsable, n'est pas un électeur de Zemmour nécessairement. Il n'a pas choisi et il ne peut pas lui dire ne venez pas manger chez moi en fait. Et ben lui on lui a pété son resto. Il a fait quoi en fait? Il est responsable. Mais vous êtes sur l'anecdote. C'est ça. Vous êtes sur l'anecdote. Je ne suis pas sur l'anecdote. Vous n'êtes pas sur le fait politique. Le fait politique, c'est cet homme politique n'arrive pas à arriver dans une ville et à parler. Vous voyez, à chaque fois que vous me demandez de vous laisser finir, je le fais. Alors allez-y. Alors finissez. Donc je donne l'exemple qui pour moi, ne justifie pas que vous généralisiez. Je pense que certaines personnes opposées à Éric Zemmour regrettent ces images-là et aimeraient, comme vous l'avez réclamé au début, qu'il y ait un combat politique, un combat idéologique, un combat avec des arguments pour refuter les idées qu'on n'aime pas chez Zemmour. Mais bien sûr qu'il va partout. Mais pas en allant marcher dans des rues où manifestement il n'est pas le bienvenu. Donc en fait, où ses idées ne sont pas le bienvenu. Vous voyez, laissez-moi finir. Ce monsieur sème la haine. Je vais finir. C'est un professionnel de la haine. Quand vous faites le parallèle entre les gilets jaunes et les policiers, moi j'ai envie là de vous faire le parallèle entre les dealers de drogue et les policiers qui mettent des barrages et qui disent ici on est chez nous. Vous voulez rentrer en fait dans mon quartier, vous devez montrer patte blanche. Vous n'avez pas le droit de rentrer. Il n'est pas imaginable qu'une quelconque cause puisse justifier que l'on interdise de territoire quelqu'un en fait qui est citoyen. En fait, ce que vous dites, Nicolas Corrado, c'est qu'il y a certains endroits, certaines banlieues où Éric Zemmour de lui-même ne devrait pas Moi, je l'ai pas vu interdit de territoire. Moi, je l'ai vu marcher dans les rues de Marseille. Oui, mais entouré d'une force de l'ordre absolument. Parce qu'il se serait fait manger en fait s'il n'était pas là. Hué par la foule. Écoutez, moi je vais vous dire, j'aurais été dans cette foule. Alors il aurait dû anticiper. J'aurais hué avec les autres. Il aurait dû anticiper, Éric Zemmour. Je ne vais pas à Marseille. Mais peut-être comprendre quel était l'état d'esprit du pays, qui est très différent de ce que les médias nous renvoient. Éric Zemmour, les idées d'Éric Zemmour ne sont pas les bienvenues dans ce pays démocratique et républicain qu'est la France. Mais alors, voilà. Donc d'une certaine manière, s'il veut se soumettre au débat, qu'il se soumette au débat politique face à des candidats, face à des gens qui ont quelque chose à lui dire, pas face à des faire-valoir, pas simplement. Où étaient les soutiens d'Éric Zemmour à Marseille? Où étaient-ils? Visiblement, il n'y en a pas. Et il n'y en a pas. Et ben voilà, donc c'est très intéressant. C'est une imposture médiatique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas pu justement savoir s'il y en avait parce qu'on n'a pas fait le travail. Mais parce qu'ils n'étaient pas là, parce qu'ils ne sont pas venus, parce qu'ils ne sont pas sortis, parce qu'ils n'osent pas le faire. Vous avez vu la violence qu'il y a eu à Nantes, vous avez vu la violence qu'il y a eu à Marseille. Moi, personnellement, si je soutenais Zemmour, j'aurais eu peur d'aller dans la foule, lui serrer la main autour de tous les gens qui le huaient, etc. C'était aussi ce climat, en fait, qu'il fallait analyser. Et vous ne répandez pas la peur, vous, avec ces idées? Vous pensez que vous ne répandez pas la peur avec ces idées d'intolérance? Je ne comprends pas ce que vous dites là. Vous ne croyez pas que les gens qui écoutent Éric Zemmour n'ont pas peur de ces idées? Que les gens qui portent les prénoms qui n'ont pas peur? Vous croyez qu'Éric Zemmour ne fait pas peur à une partie des Français? Mais bien sûr que et ben voilà, il y a des gens qui à Marseille ont peur et qui ont eu du courage aussi. La peur justifie la violence. La peur justifie la censure. La peur justifie le saccage. Une expression politique. Je rappelle que Thomas Portes... Vous avez vu la déclaration de Thomas Portes suite à ce qui s'est passé à Marseille quand même? Conscience. Il a demandé à ce qu'on bannisse de l'espace public et médiatique Éric Zemmour. Mais je trouve ça incroyable. C'est cette volonté de censure. Moi, j'adorerais avoir les personnes avec qui je ne suis pas d'accord en face de moi, qu'on puisse leur tendre le micro à toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec elles et qu'elles échangent. Sinon, s'il n'y a pas de confrontation, s'il y a des appels à la censure, on ne fait que renforcer l'ennemi en fait qu'on croit combattre. C'est pas comme ça que ça marche. C'est d'ailleurs la
censure de Zemmour, le fait qu'il ait été viré de plein d'endroits et qu'il soit allé Zemmour chez CNews, censuré. Mais on ne parle que de lui, la preuve ce soir y compris. Laissez-moi finir, je parle de avant. Le fait qu'il ait atterri chez CNews et qu'il ait eu un succès pareil et qu'on ait Non, il n'a pas atterri chez CNews. CNews a été construit autour de lui. Et ben justement, alors arrêtez donc dites la vérité. Où vous voulez en venir? Mais je veux dire que plus vous repoussez quelqu'un, vous le virez. Mais il n'a pas été repoussé. Il n'a pas été repoussé. C'est pas possible. Arrêtez de dire qu'il a quitté Ruquier, quand il a été viré de RTL, et il s'est retrouvé finalement chez CNews. Il a été condamné pénalement. Eh bien, c'est pas être censuré, c'est la loi, c'est la justice. Mais la loi, quand vous êtes condamné, que vous avez une amende, vous payez, ou vous avez des années de prison. Oui, et donc vous payez votre dette à la société. Et alors vous voulez voir les dealers à la télé? Qu'est-ce qu'on fait de vous? Mais on les voit tous les jours chez C8. Allez, s'il vous plaît. On les voit tous les jours. S'il vous plaît. Ce rapport à la tout le pays, c'est indulté de voir, c'est indigné de voir les Dalton. Incroyable, vous passez d'un sujet à l'autre, c'est très intéressant. 0826 300 300. S'il vous plaît, on va accueillir Alain qui nous appelle de Marseille justement. On va voir son avis. Voilà, il était là-bas, lui était sur le terrain. Alain, il habite Marseille. Je ne sais pas si ça lui a fait plaisir d'avoir accueilli Éric Zemmour. Il va nous le dire tout de suite. 0826 300 300. Bonsoir Alain. Oui, bonsoir. Bonsoir Alain, je vous présente Alain Oukili, Nicolas Corato. Vous avez vu, c'est animé autour du déplacement d'Éric Zemmour à Marseille. Comment vous l'avez vécu, vous, Alain? Eh bien, moi, je trouve qu'il a raison. Je dis bravo à la dame. Je connais pas son nom. Alain Oukili. Excuse. Ouais. Voilà. Donc, je vous trouve très courageuse, madame, et vous avez raison de défendre des idées. Et sur le doigt d'honneur, par contre, tous les petits bourgeois qui sont journalistes, ils devraient descendre, si vous voulez, à Marseille, comme dit cette dame, et de venir visiter le grand littoral, centre commercial. Je vous invite à venir faire vos courses et vous allez voir comment ça se passe. C'est-à-dire, expliquez-nous. C'est exactement, si vous voulez, ce que dit Monsieur Zemmour depuis quelque temps. Et d'abord, vous ne pouvez même plus vous déplacer, tellement que l'insécurité est sur Marseille. Voilà, donc un petit témoignage. Alors non pas, je ne vote pas spécialement pour Monsieur Zemmour, mais le monsieur d'à côté, journaliste ou pas, je ne sais pas, qui donne des leçons à cette dame. Moi, je vous dis bravo. Alors, il s'appelle Nicolas Corato, le monsieur d'à côté, qui est à ma gauche. Alors, on va laisser répondre le bourgeois. Non, je plaisante. Nicolas Corato. Non, mais est-ce que, Alain, tiens, c'est intéressant. Est-ce que beaucoup pensent comme vous à Marseille, ou vous avez l'impression d'être une minorité? Ah ben non, vous avez qu'à regarder le succès que remporte ce monsieur de dire des vérités, puis finalement c'est lui qui est près du peuple. Alors pour l'instant c'est des intentions de vote. Les élites, à mon avis, les journalistes sont tellement jaloux de son succès, de son livre et de l'aura qu'il porte, et même s'il baisse dans les sondages, eh bien écoutez, ce monsieur, il a le courage de dire les choses. Alors peut-être un geste maladroit, mais en tout état de cause, venez vivre sur Marseille et vous allez vous apercevoir. Vous allez voter, vous allez donner votre voix à Éric Zemmour. Vous pourriez donner votre voix à Éric Zemmour? Je pourrais, effectivement, oui, je pourrais, effectivement. Il faut que les choses changent. Mais est-ce que vous ne pensez pas, monsieur, justement, que si Éric Zemmour a pu provoquer certains débats, de nouveaux prismes autour de certains sujets, il peut être considéré comme, bon, il a fait l'effet que vous, par exemple, désirez, à savoir qu'on parle de l'insécurité et de l'immigration, etc., mais qu'il n'a pas la stature quand même d'un candidat, de quelqu'un qui peut gérer le pays. Est-ce que vous voyez en lui quelqu'un qui peut être présidentiable? Alors, en tout état de cause, si vous voulez, il a le mérite déjà d'avoir apporté tout ça dans la campagne. Il n'y a qu'à voir, finalement, tout le monde se bouge autour de l'insécurité. Et puis, moi, je regarde et je lis certains articles. Il ne fait pas que de l'insécurité. Il fait ses propositions. Il n'y a pas que sur l'économie. Il fait d'autres propositions. On n'en a pas entendu beaucoup pour le moment. Voilà, c'était plus la sécurité et l'immigration. Oui, mais enfin, c'est un sujet. À part dire quand on a un 100 mètres carrés, on n'est pas riche. J'ai pas entendu Éric Zemmour parler d'économie. Justement, donc venez sur Marseille, vous n'allez pas être sur un 500 mètres carrés. Oui. Et en tout état de cause, tout le monde s'est pris dans la campagne à ce qu'il a dit et je le félicite. Éric Zemmour doit-il renoncer à se présenter à l'élection présidentielle? Vous dites non à 78% sur le compte Twitter de Sud Radio. Merci Alain d'avoir réagi, d'avoir témoigné, d'avoir débattu avec Alain Oukili et Nicolas Corato. Les voix de la politique reviennent dans un instant. Tiens, autre question, autre débat. Croyez-vous en la réélection d'Emmanuel Macron? Oui, non, vous votez dès maintenant sur
sur Twitter et YouTube, alors que ce soir sera officiellement lancé Ensemble Citoyens, la maison commune de la majorité. On revient très vite sur Sud Radio avec Nicolas Corato, Alain Oukili et vous au 0826 300 300. À tout de suite. Retour des voix de la politique sur Sud Radio. Ce soir, c'est avec Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République. C'est avec la journaliste Sud Radio, Alain Oukili, qui est avec nous. Et cette question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, croyez-vous en la réélection d'Emmanuel Macron? Vous dites non à 88% pour le moment. Vous continuez de voter évidemment et vous nous appelez pour réagir. 0826 300 300. Alors que donc ce soir sera officiellement lancé, c'est dans quelques minutes, Ensemble Citoyens, la maison commune de la majorité, les soutiens du chef de l'État qui donc se réunissent ce soir à la Mutualité pour le premier meeting officiel de ce mouvement Ensemble Citoyens, un meeting qui ressemble fortement à un lancement de campagne. Tiens, Nicolas Corato, est-ce que Emmanuel Macron lance sa campagne ce soir à la Mutualité? Alors non, parce que Emmanuel Macron, c'est lui qui fait tout. Oui. Donc ce soir, il n'est pas là. Oui. Donc on ne peut pas dire que c'est le lancement de la campagne d'Emmanuel Macron. Ce qui se joue ce soir, c'est plutôt la structuration politique de ce qui pourrait être le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, voire même la restructuration du centre-droit et centre-gauche en France avec la création d'un nouveau parti. C'est ça qui se joue. Et ce qui se joue là, c'est un coup pour après l'élection d'Emmanuel Macron. Législative. Pour les législatives et puis pour tout le quinquennat qui va venir. Et puis surtout, avec déjà, et c'est pour ça que je pense qu'on peut être un peu halluciné, vos auditeurs le seront aussi, avec déjà en ligne de mire 2027. C'est-à-dire que 2022 n'est pas déjà passé, que on s'organise pour 2027. C'est en tout cas, par exemple, l'idée d'Édouard Philippe, qui participera à cette grande maison commune dans laquelle, pour l'instant, il n'y a pas de femme dirigeante. Hein. C'est une maison sans femme, c'est une maison d'hommes. Voilà, c'est comme ça. C'est une maison d'hommes, peut-être pour les hommes, on ne sait pas trop, mais on verra où sont les femmes ce soir, mais on les cherche. Mais c'est une maison qui s'organise déjà pour l'après-Macron. Et c'est pour ça que je trouve d'ailleurs qu'il y a une sorte d'anachronie ou de choses un peu à contresens ou à contre-courant par rapport à l'actualité que vivent les Français, à leurs besoins aujourd'hui, au débat qui irrigue la présidentielle, de lancer les prémices d'un nouveau parti qui n'a vocation véritablement à exister que si Emmanuel Macron gagne la présidentielle. On est quand même dans de la politique un peu fiction. Ouais. Alors c'est vrai qu'à part les élections législatives, de voter pour la majorité sans non plus empiéter sur Édouard Philippe ou sur François Bayrou, on peut comprendre Ensemble Citoyens. C'est vrai que pour le reste, à la Oukili, on comprend pas trop. Alors, au contraire. Ah ouais, on a reçu il y a quelques semaines Gaël Tchakaloff à l'occasion de la sortie de son livre sur l'Élysée. Je vous rappelle que cette journaliste a suivi, est devenue la meilleure amie de Brigitte Macron et a suivi Emmanuel Macron sur tout le quinquennat. Elle a vraiment, elle était tous les jours à l'Élysée, elle les a accompagnés en vacances, etc. Et elle est formelle. Alors, on peut la croire ou non. Moi, je trouve que sa théorie est très intéressante. Elle est formelle. Elle rapporte que Emmanuel Macron ne se présentera pas s'il n'est pas sûr de gagner les législatives. Il n'ira pas. S'il n'est pas majoritaire à l'Assemblée, il n'ira pas. Ce qui est un peu normal, parce qu'il ne pourra pas travailler. Donc, moi, je pense que ce qui se joue ce soir, c'est même un peu sa candidature. Parce que, pourquoi ce mouvement est si important? C'est parce que donc la restructuration politique, mais il y a également... chacun a son rôle. Édouard Philippe, ne l'oublions pas, n'a construit son mouvement que pour aller chercher principalement les indépendants, les non-affiliés et maires de territoires ruraux, dont il a besoin parce que Macron n'avait pas vraiment le soutien des maires. D'autres vont un petit peu chercher au-delà de la majorité, etc. Il est en train de voir comment est-ce qu'il a en fait un vrai fan club capable de faire campagne pour lui les prochains mois dans les territoires, dans les mairies, dans le milieu rural, dans le nord, dans les endroits où il y a des usines qui sont en train de fermer, notamment par exemple l'Aveyron, la fonderie Sam. C'est ça en fait, c'est vraiment tous ces endroits où ils ont échoué au municipal, où ils ont échoué encore au régional, etc. C'est pour moi ça qui se joue. Est-ce qu'il aurait la majorité aujourd'hui, Emmanuel Macron? C'est une question qui se pose. Nicolas Corato, s'il était réélu. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse politique. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron n'a jamais mis les législatives avant les présidentielles et n'est pas, et d'ailleurs il nous y a habitués, n'a jamais mis une échéance avant l'autre. C'est-à-dire qu'il prend les échéances telles qu'elles arrivent. Et qu'aujourd'hui, il est plutôt focalisé sur la préparation des présidentielles. Ce qui se joue,
c'est plutôt la manière de limiter les ambitions des uns et des autres, notamment de canaliser les ambitions d'Édouard Philippe, de s'occuper de François Bayrou qui a besoin d'espace et qui embête tout le monde pour en trouver, de faire en sorte que LREM ne soit pas simplement jeté avec le bébé, l'eau du bain, et qu'on fasse un bilan un peu globalement positif de cette espèce de mouvement qui a jamais su trouver sa place et que dirige aujourd'hui Monsieur Séjourné, et puis de trouver un rôle également à Richard Ferrand, qui pourra pas rester éternellement président de l'Assemblée nationale et qui aura donc un rôle à jouer dans le prochain quinquennat. Donc le sujet, c'est pas de savoir si Emmanuel Macron aura la majorité aux législatives. On le sait. La logique institutionnelle de la Ve République est suffisamment puissante pour que le président qui est élu... En général, c'est ce qui se passe, c'est vrai. En général, c'est ce qui se passe. On s'est tous trompés. Marine Le Pen serait élue demain présidente de la République. Moi, je veux bien fantasmer sur le fait qu'elle n'ait pas de non, mais alors majorité. Ça, c'est pour un vote d'adhésion. Mais là, si Emmanuel Macron est élu par défaut, par exemple. Elle aura une majorité à la législative. Les présidents élus, notamment avec le nouveau mode de calendrier, ont toujours et auront toujours, je pense, une majorité très forte. Sauf à ce qu'un président soit élu vraiment sur le fil du rasoir. Bah oui, ce qui ne sera certainement pas le cas d'Emmanuel Macron s'il se présente dans un duo ou dans un duel face à l'extrême droite. Donc on est c'est face à Xavier Bertrand. Je trouve que vos propos sont assez contradictoires parce que vous veniez de dire justement avant que je ne réponde ou plutôt que je donne ma vision des choses, que ce lancement vous semblait un peu anachronique justement parce qu'il n'a pas, selon vous, l'habitude d'être sur le long terme, etc. Et moi je vous dis justement, je vous apporte quand même les travaux. Vous citez les travaux de Gaël Tchakaloff, qui est quand même une théoricienne politique de haut vol. Oui, contrairement à vous, oui, absolument. Qui prend le thé avec Brigitte Macron, c'est ça vos sources. Donc c'est ce que je viens de rappeler. Elle peut prendre le thé et avoir une bonne analyse. Oui, elle nous a dit que c'est une grande analyse. Elle s'est servie de tous ces petits moments pour faire son enquête. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on apporte ces propos, donc les travaux de Gaël Tchakaloff, qui expliquent que pour ce deuxième quinquennat, il sait très bien qu'il ne pourra pas travailler et qu'il n'a pas fait de réforme et qu'il a besoin là d'en faire tout ce qu'il a annoncé pour le premier quinquennat est attendu au second, et justement il appâte beaucoup de ses électeurs avec cela, notamment sur les retraites et j'en passe. Pourquoi pas, oui. Donc il est fort possible qu'il mette la charrue avant les bœufs et qu'il pense à est-ce que j'y vais si je ne peux pas travailler. Donc, d'abord, la candidature, elle est intéressante. Sa candidature, c'est quand même... C'est intéressant. Rappelez-vous quand même qu'il a dit dans un discours très récemment, et d'ailleurs, ça avait un peu fomenté toutes les... C'est pas sûr que je puisse me représenter. Oui, parce qu'il est fort possible que je ne puisse pas me représenter. Et tout le monde s'est demandé pourquoi. Il y a eu toutes les analyses possibles et imaginables, et personne ne trouvait que ça sortait du chapeau d'un magicien. Alors, j'ai une toute dernière question, mais ce sera peut-être pas de la fiction. Si jamais le Covid continue sur sa lancée avec ce nouveau variant qui est extrêmement contagieux, les élections présidentielles, c'est dans 4 mois, c'est dans pas longtemps. Est-ce qu'il est possible qu'on reporte l'élection présidentielle, selon vous, Nicolas Corato? C'est d'abord, les dates ont déjà changé. On a déjà modifié les dates de cette élection. C'est un vrai risque. Moi, je pense qu'on va vers ce débat public qui devra avoir lieu, de savoir si on peut mener une campagne en période de Covid, de variants, peut-être de mesures de restriction, d'aller et de venir. C'est un vrai sujet. C'est un sujet que nous devons avoir collectivement. Il y a une tentation. Quand Emmanuel Macron parlait de cette non-capacité à se représenter, c'était déjà dans un contexte de crise épidémique et notamment de confinement. Et effectivement, la question va se poser de savoir si on peut organiser cette élection avec une très forte tentation qui va arriver de la décaler, voire de la journée. Comme on a fait pour les... Et sur laquelle il va vraiment falloir que le peuple puisse se positionner. Oui, il va y avoir effectivement un débat sur la manière de tenir ce débat public, de tenir les élections présidentielles. Certains candidats ont déjà dit qu'il y avait un problème sur l'organisation des meetings et qu'on ne ferait pas d'élection sans meeting. C'est un vrai sujet public. Je pense qu'il va falloir en quelques secondes. La fondation Electis, dont le président est Gilles Maintré, que nous avons reçu à 9h15, 9h45, nos auditeurs peuvent regarder sur YouTube tout l'entretien, propose le vote électronique, notamment pour
Voilà, pour peut-être réussir à mobiliser. C'est une option, mais il faut encore pouvoir l'organiser. C'est une option qui malheureusement est teintée de beaucoup de rumeurs, de complotisme, etc. Mais peut-être que ça pourra nous sauver. À voir. Allez, merci à vous Ala Oukili, journaliste Sud Radio. Merci à Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, auteur du livre Grande plaidoirie, grand procès de l'art de l'éloquence depuis le XVe siècle. C'est aux éditions Iridium. Dans un instant, le Loft Musique et Yvan Kijous qui reçoit ce soir le journaliste Philippe Manœuvre.